Merci bien, chers amis. Un grand merci à Pierre-Yves, que j'ai eu ce matin, qui m'a dit qu'il était pas disponible pour assister à cet échange. Je pense que cette enquête a été, je pense, une des plus difficiles pour moi à réaliser parce que intervenir sur le Proche-Orient, quand on n'est pas un spécialiste du Proche-Orient, c'est un défi très particulier. Et puis surtout, la question essentielle, c'est de se demander, mais qu'est-ce qu'on va bien dire? Quand vous regardez la bibliographie, que ce soit anglaise ou française sur le Proche-Orient, il y a des milliers et des milliers de livres qui ont été écrits sur le sujet. Donc on se dit, est-ce qu'on peut vraiment être original en travaillant sur ce sujet-là? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut dire d'original qui n'ait pas été dit depuis longtemps par d'autres? Et finalement, je me suis rendu compte que pour rentrer dans ce sujet, en fait, je suis rentré un peu par effraction. Euh, Effectivement, j'ai commencé mes travaux sur le Rwanda, sur la réécriture des événements du Rwanda, ce qu'on peut dire, on peut dire réviser l'histoire du Rwanda telle qu'elle avait été écrite et présentée par les médias et par certains experts entre guillemets, parce que l'idée qui avait été véhiculée pendant de très nombreuses années, qui est encore toujours véhiculée aujourd'hui par quelques-uns, qui sont un peu plus téméraires, malgré le fait que le tribunal pénal international pour le Rwanda a fermé avec, avec beaucoup de difficultés pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Il y avait en France comme une forme de résistance à regarder les faits. Et beaucoup d'idéologues, ou en tout cas l'approche que les gens avaient des événements, était, à mon point de vue, très idéologique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que le 6 avril 1994, un avion s'est écrasé dans ce pays. Et alors, cet avion, tout le monde a dit que oui, l'avion s'était écrasé. Bon, c'était le terme qui était utilisé par la plupart des experts. Et il y a un certain nombre d'avocats qui se sont dit, mais un avion ne s'écrase pas comme ça tout seul, qu'est-ce qui s'est passé, un accident ou je ne sais pas quoi. Et donc finalement, il se trouve que l'avion a été victime d'un missile qui avait été tiré. Et l'aéroport de Kigali était sous la responsabilité, des forces des Nations Unies. Bon, les Nations Unies n'ont pas voulu faire d'enquête, personne ne s'est intéressé à cette affaire. Donc, quand j'ai travaillé sur ce dossier-là, de façon générale, je me suis rendu compte que il y avait une thèse en France qui disait que, en fait, le président Mitterrand avait orchestré un génocide contre les Tutsis au Rwanda. Bon, ça semblait plausible, hein, de toutes les façons. On se disait, bon, les hommes politiques, ils sont tellement forts dans les coups tordus qu'un coup tordu de plus ou de moins, ça paraît logique. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, en questionnant cette histoire-là, je me suis dit, mais en fait, si on se souvient bien, en 1994, on était en pleine cohabitation. Le président Mitterrand, est-ce qu'il s'était entendu avec Balladur pour aller organiser des massacres interethniques? Bon, imaginons que l'hypothèse soit plausible. Mais en politique, quand on pose un acte, c'est parce qu'on a un intérêt à agir. Quel était l'intérêt de M. Mitterrand à agir à ce moment-là? Qu'est-ce que ça lui a apporté sur le plan politique? Pas grand-chose. Il était en fin de mandat. Qu'est-ce que ça lui a apporté sur le plan médiatique? Pas grand-chose. Des injures à longueur de presse. Sur le plan géopolitique, qu'est-ce que ça lui a apporté? Pas grand-chose non plus. Mais au fait, dans quel état était-il à ce moment-là? Ben, il avait le cancer de la prostate. Donc, quel était son niveau de combativité pour faire ce genre de choses? Je me suis rendu compte que même les adversaires de ce monsieur le reconnaissaient, en tout cas en ce qui concerne la manœuvre politique, d'être d'une redoutable intelligence. Et comment peut-il, pour la première fois de sa vie, poser un acte qui n'est pas très bénéfique pour lui, au final? Je me suis dit, non, c'est pas de la stupidité, il y a autre chose. Et en cherchant, je me suis rendu compte que, en fait, qui étaient les gens qui accusaient le plus le président Mitterrand? Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de chercheurs, des journalistes et des militants des associations pro-israéliennes. Il y en avait beaucoup.
Et progressivement, le discours a commencé à glisser sur le fait que les Tutsis qui ont été massacrés au Rwanda, leur histoire ressemble un peu à celle des Juifs qui ont été massacrés pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour avoir un peu travaillé sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, je ne voyais pas trop les liens et je ne voyais pas trop, sur le plan factuel, les rapprochements qu'on pouvait faire entre ça et les événements du Rwanda. Est-ce que le président Habyarimana ressemblait à Hitler? Certains disaient oui, mais je ne voyais pas trop. Est-ce qu'il avait un discours agressif, injurieux vis-à-vis de ses concitoyens? Je n'ai trouvé aucun élément. Alors, je me suis dit, mais au fait, qu'est-ce qui passionne les associations pro-israéliennes dans cette histoire? Parce que juste à côté du Rwanda, un grand, très grand pays qui s'appelle le Congo, la République démocratique du Congo, il y a des tonnes de massacres aussi là-bas, mais ça n'a jamais intéressé les associations pro-israéliennes. Donc je me suis dit, il est possible que Mitterrand ait fait quelque chose qui serait en quelque sorte le prétexte qui justifierait effectivement ce type d'agression ou ces attaques perpétuelles. Mais il y avait un autre élément qui m'intriguait, c'est que le Parti socialiste, un certain nombre de membres connaissaient un peu le sujet, mais étaient étrangement silencieux face à toutes ces attaques. J'ai essayé de discuter avec certains ministres, certains anciens ministres, mais aussi certains officiers. Je leur posais la question, mais qu'est-ce qui justifie le silence autour des attaques concernant le président Mitterrand sur les événements du Rwanda, alors que tout le monde sait que les éléments constitutifs des accusations sont extrêmement fragiles et qu'il est difficile de tenir un discours argumenté sur ce terrain-là solidement pendant 10 minutes lorsque on vous expose les faits précis. Et quand on apporte d'autres éléments, on ne voit pas très bien comment ces accusations peuvent résister longtemps à la contradiction. Alors, tous disaient, bon, vous savez, bon, ce sont des vieux événements, bon, vous savez, il y a des gens qui ont comme ça une fâcheuse tendance à porter des accusations. Je dis, mais enfin, il s'agit du président de la République. On peut être ou pas d'accord avec lui, mais là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi personne ne réagit? Est-ce que c'est parce que ce sont des associations pro-israéliennes qui portent des attaques et donc on a peur d'en parler? Je me rendais compte que c'était vraiment difficile. Alors, en lisant un livre de Pierre Péan, j'ai discuté avec Pierre Péan parce qu'effectivement, il a été attaqué lui-même par SOS Racisme pour avoir tenu des propos à caractère raciste, disait-il, sur les Tutsis. Bon, il se trouve que j'avais tenu les mêmes propos, mais j'avais jamais été attaqué par SOS Racisme. Et donc, lorsque je me suis retrouvé au tribunal de grande instance de Paris pour défendre mon ami Péan, j'ai dit au président de tribunal et aux avocats des SOS Racisme que Pierre Péan était victime de sa couleur de peau. Alors, ça semblait un peu injurieux venant de moi, mais j'ai persisté parce que j'ai dit que la source que Pierre Péan avait utilisée dans, son, dans son livre, c'est moi qui l'avais mis en contact avec cette source-là. Donc, si moi j'ai utilisé la même source et que je n'ai pas été victime d'un procès devant la 17e chambre, peut-être que ma couleur, effectivement, m'a protégé face à SOS Racisme. Et donc, évidemment, les avocats de SOS Racisme étaient outrés, le président de SOS Racisme était scandalisé, mais j'ai insisté et je me suis rendu compte que finalement, j'ai repris un certain nombre de livres de Pierre Péan, donc un livre très intéressant, Les dernières souffrances, avait été écrit sur Mitterrand.
où Pierre Péan parlait effectivement de l'abandon des amis juifs de Mitterrand. Et j'ai trouvé donc un témoignage de Robert Badinter, qui était son ministre de la Justice, qui disait que, effectivement, un certain nombre de juifs étaient, effectivement, juifs français, étaient contre Mitterrand pour avoir reçu Yasser Arafat en 1989. Évidemment, ça paraissait plus intéressant parce que la première attaque du Rwanda, du FPR, du Front Patriotique Rwandais, contre le gouvernement rwandais datait de 1990. Et donc, évidemment, en 1994, si Mitterrand est attaqué par des associations pro-israéliennes qui n'ont absolument rien à voir avec le Rwanda, ça me paraissait crédible comme piste. Donc, j'ai commencé donc à l'explorer. Et j'ai décidé donc d'enquêter sur cette rencontre pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait de si choquant, de si grave dans cette rencontre pour susciter une telle adversité. Mais je ne pouvais pas faire ce travail sans accéder à des sources de première main. Je n'aime pas travailler avec des sources de seconde ou de quatrième, troisième, quatrième main parce que à un moment donné, on interprète beaucoup, soit on sous-interprète, soit on surinterprète. Donc, j'ai voulu avoir la matière première. Et donc, il fallait accéder aux archives de l'Élysée parce que, effectivement, il y avait probablement matière à... Et donc, j'ai pu accéder à ces archives, mais je n'étais pas satisfait parce que, avant cette rencontre de 1989, il y a eu la rencontre de Yasser Arafat à Strasbourg, en 1988. Il était invité par le groupe socialiste du Parlement européen, juste après l'intifada, la première intifada. Et donc, le groupe socialiste avait demandé au président Henry Plum, qui était le président du Parlement européen, un conservateur britannique, de pouvoir entendre, auditionner M. Arafat suite aux événements tragiques des territoires occupés. Et au mois de janvier 1988, une délégation de parlementaires israéliens s'est rendue effectivement au Parlement européen. Leur objectif, officiellement, il s'agissait de resserrer les liens entre les parlementaires européens et les parlementaires israéliens. Mais en réalité, c'était une offensive diplomatique et politique des autorités israéliennes qui sentaient que l'intifada était en train de surprendre un peu l'opinion publique européenne et qu'il fallait éviter parce que dans les médias, on commençait quand même à se dire qu'il y avait un souci tant on voyait le déséquilibre des forces entre les forces israéliennes qui étaient sur le terrain pour réprimer les manifestants et on voyait des enfants qui jetaient des pierres à l'armée. Donc, sur le plan visuel, ces déséquilibres de force étaient très importants et ils relançaient effectivement la question du droit des Palestiniens à avoir un État, à vivre souverainement chez eux. Et donc, la délégation israélienne, donc, lorsqu'elle arrive au Parlement, elle a pour but, effectivement, d'essayer de dissuader les parlementaires européens de prendre position publiquement ou un peu plus vigoureusement. Je décide donc de prendre contact avec des personnes que je connaissais au Parlement européen pour accéder aux archives de M. Henry Plum. Finalement, ça se fait beaucoup plus facilement que je ne l'imaginais parce que pour consulter les archives de la présidence, il fallait avoir l'accord du président en exercice du Parlement. Donc c'est une démarche purement politique. Démarche au terme de laquelle vous pouvez avoir un accord ou un refus. Sans nécessairement avoir besoin que cela soit justifié. J'ai décidé Enfin, il y a quelqu'un qui m'a aidé à contourner cet obstacle, parce que ça en était un finalement, pour obtenir les archives. Et je les ai eus, je les ai consultés très longuement,
au Luxembourg. Et j'ai découvert que lors de des préparatifs de cette rencontre d'Arafat en septembre 88 au Parlement européen, les dirigeants israéliens avaient mobilisé leur réseau de parlementaires européens. On avait certains parlementaires français, donc Madame Simone Veil, Nicole Fontaine, Monsieur Poniatowski, qui sont intervenus assez vigoureusement contre la réception d'Arafat. Parce que le but de tout ce travail de lobbying et de pression, parce qu'il y a quand même eu des attaques extrêmement violentes contre le président du Parlement européen, qui n'était pas un pro-palestinien notoire, mais qui avait compris à travers la demande qui lui a été faite par ses collègues, les autres parlementaires, qu'en réalité, il n'était pas inutile de faire venir le représentant, le chef de l'ELP en Europe pour l'entendre, pour entendre tout au moins sa version des faits sur les événements tragiques qui occupaient la scène médiatique dans les territoires palestiniens. Et puis surtout, il n'y avait pas au plus haut niveau le point de vue des Palestiniens n'était pas suffisamment écouté à ce moment-là. Et ayant déjà reçu une délégation de parlementaires européens, bon, pour les parlementaires, le groupe socialiste en tout cas, ils ont considéré qu'il était un peu logique d'écouter aussi l'autre parti. Alors, c'est à ce moment-là que ce que je peux considérer comme les chiens de garde d'Israël au sein du Parlement européen sont montés au créneau parce qu'ils ont agi vis-à-vis de leurs collègues avec, je pourrais dire, beaucoup de mépris et une incompréhension qui, moi, m'échappait parce que quand vous lisez, je n'ai pas retranscrit dans le livre tous les documents parce que je ne voulais pas soulever ou provoquer des polémiques inutiles, mais j'ai produit quelques échanges et aussi certains documents qui donnent en tout cas une image à peu près claire de la façon dont ils vivaient les choses et de la façon dont ils avaient envie de traiter les choses. Le président lui-même a été assailli de lettres extrêmement agressives, qui considérait comme quelqu'un qui n'avait pas d'autorité, qui manquait d'autorité, et qu'il était tout à fait anormal de laisser un groupe de parlementaires européens qui ne représentent qu'eux-mêmes inviter un terroriste à Strasbourg. Donc c'était un climat extrêmement tendu, très difficile, au point que la commission politique chargée des affaires politiques a dû travailler d'arrache-pied pendant plusieurs semaines pour essayer de travailler les textes qui pouvaient amener le président du Parlement à s'exprimer sans donner l'impression que il cautionnait complètement la venue de M. Arafat. C'était vraiment quelque chose de très étonnant. Bon, on est censé imaginer que le Parlement européen, c'est le lieu de la démocratie, des échanges contradictoires, etc. Bon, mais là, ce que j'ai vu dans les archives m'a quand même un peu surpris. Cela dit, on en arrive donc à l'histoire française proprement dite. Lorsque je rencontre le ministre Roland Dumas, qui a à ce moment-là rencontré effectivement Yasser Arafat, parce qu'il faut savoir qu'au moment où il y a ces pressions au sein du Parlement européen et vis-à-vis du président du Parlement européen, il y a également d'intenses pressions en France sur le gouvernement français. Le CRIF en particulier et un certain nombre de dirigeants ou je dirais de dirigeants de l'opposition
À l'époque, il y avait des gens comme M. Léotard et d'autres. Je me souviens d'ailleurs avoir vu, enfin, soit dans les vidéos ou d'autres choses, M. Léotard à l'époque on scandait des slogans en disant M. Léotard président, parce que il avait pris un peu la tête de l'opposition à l'avenue d'Arafat, avec d'autres qui étaient très proches de lui, pour essayer de considérer que l'initiative du président Mitterrand était une mauvaise initiative. Évidemment, il y avait l'histoire, il y avait le précédent des attentats de la rue des Rosiers, etc. Donc tout cela semblait donner du crédit à la contestation. Sauf que à ce moment-là, le ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, qui avait succédé à Claude Chesson, avait véritablement, et croyait lui aussi que le moment était venu quand même pour que la question palestinienne puisse être traitée. À ce moment-là, François Mitterrand a quand même bénéficié quand même d'un avantage exceptionnel, c'est que, à la différence des autres dirigeants européens, c'est qu'il est à l'origine quelqu'un qui est très pro-sioniste. Donc c'est un ami d'Israël qui est au pouvoir. D'ailleurs, en 81, lorsqu'il est élu à la présidence de la République, les militants pro-israéliens en France et les autorités israéliennes sont extrêmement très contents, en se disant que, bon, évidemment, un de nos amis est à la tête de l'État français, donc on est rassuré. Bon, c'était la différence avec Valéry Giscard d'Estaing, qui était parti, qui pour eux, était quelqu'un de pas très recommandable pour ses attitudes et sa distance, en tout cas, vis-à-vis d'Israël. Donc, Mitterrand bénéficiait donc de cet atout formidable qu'il était au départ un pro-sioniste et qui est quand même le porte-parole sous le gouvernement Ramadier qui avait soutenu l'affaire de l'Exodus. Donc, de ce point de vue, du côté israélien, c'était un ami. Du côté palestinien, Mitterrand avait réussi à sauver quand même Arafat du siège de Beyrouth. Donc, les Palestiniens avaient énormément de respect pour lui et de considération parce que il s'était rendu compte que depuis 1981, parce que le discours que Mitterrand a fait à la Knesset en 82, à peine arrivé au pouvoir, était un discours dans lequel, comme il disait lui-même, on l'a applaudi à la Knesset, mais on ne l'a pas entendu. Donc, il avait parlé effectivement de la nécessité des Palestiniens d'avoir un État. Et les Israéliens étaient tellement contents que c'était la première fois qu'un chef de l'État français se rendait à Tel Aviv et surtout à la Knesset, que le symbole était suffisant pour ne pas suffisamment écouter ce qu'il avait dit. Donc pour les Palestiniens, le président Mitterrand était quelqu'un de crédible. Donc Mitterrand a donc cru qu'en utilisant ces éléments objectifs, il allait amener Israéliens et Palestiniens à négocier ensemble la paix, qui était jusque-là introuvable. Et l'autre problème, c'est qu'une fois que l'intifada avait commencé, les Américains qui jouaient un jeu très particulier dans ce dossier avaient essayé de reprendre un tout petit peu la main sur ce dossier-là et voyaient d'un mauvais œil l'initiative française. Finalement, Roland Dumas trouve donc que le moment est opportun, à la fois parce qu'il y a l'intifada, mais surtout parce que Arafat a déjà été reçu à Rome par le pape. Il a été reçu en Espagne par le roi d'Espagne. Et surtout, la réception d'Espagne avait été préparée par les deux ministres des Affaires étrangères espagnols et français. Et pour M. Dumas, il faut que la France, l'Europe en tout cas, d'une certaine façon, reprenne la main sur le dossier. Et Mitterrand, bénéficiant donc de cet atout par rapport aux deux parties en conflit, il était logique que la France pouvait jouer un rôle capital, un rôle clé dans cette histoire. Alors, c'est là que rentre... Et puis surtout, il y a autre chose, un détail qui n'est pas vraiment un détail, mais qui est un élément important, c'est que lorsque Mitterrand est arrivé au pouvoir, l'une de ses premières décisions importantes vis-à-vis d'Israël
était quand même euh, d'abroger le texte qui avait été adopté par le gouvernement de Raymond Barre, qui prenait le boycott commercial avec Israël. Et Mitterrand a considéré qu'il ne pouvait pas laisser ses amis israéliens dans ce genre de situation et il a décidé d'abroger ce texte. Et donc pour les Israéliens, c'était effectivement une bonne chose. Mais dès lors où Mitterrand a décidé d'accueillir Arafat en 89, la situation a changé. La situation a changé parce que pour le Premier ministre israélien, M. Shamir, il n'était pas acceptable qu'un ami des Israéliens, le président Mitterrand, puisse prendre une telle initiative sans d'abord les consulter, sans qu'ils donnent leur avis, mais comble du comble, sans que ce soit eux qui soient à la manœuvre pour essayer de voir si ce qu'il y a lieu de faire. Les critiques qui vont être adressées au président Mitterrand à ce moment-là, c'est de faire comprendre que il a l'air un peu prétentieux, il veut dire aux Israéliens qu'il sait mieux que ce qu'il faut faire pour la paix au Proche-Orient. Et ils ironisent en disant, d'ailleurs, c'est comme si il nous disait, laissez-moi faire, quand je réussirai, vous me direz merci. Finalement, Mitterrand ne comprend pas très bien ces attaques-là et il insiste quand même pour que M. Arafat vienne. Il envoie son ministre des Affaires étrangères à Tel Aviv pour discuter avec les Israéliens. M. Dumas va rencontrer le Premier ministre israélien Isaac Shamir. Il lui dit que la France va recevoir Arafat. J'allais oublier un élément très important, deux éléments importants. C'est que, avant de recevoir M. Arafat, en 89, au mois d'avril 89, Mitterrand a reçu, fin 88, le Premier ministre Isaac Shamir. Non, le président de la République, Haïm Herzog, le président israélien, pour l'inciter à venir échanger avec lui du processus de paix au Proche-Orient. Il a invité également, début 89, début 88, le président israélien, début 89, le Premier ministre israélien, et ils n'ont pas trouvé maladroit le fait qu'ils soient invités en France pour donner leur point de vue sur la situation du processus de paix en Palestine. Mais lorsque Arafat est invité, au même titre que les Israéliens ont été invités, eh bien, Mitterrand était devenu quelqu'un qui était en train de trahir Israël. Et à ce moment-là, Mitterrand commence donc à se poser des questions. Et je découvre donc pendant mes recherches dans les archives de l'Élysée, la lettre que lui envoie le Premier ministre israélien, M. Shamir, après la discussion qu'il a avec Roland Dumas, qui lui dit, bon, le président Mitterrand va recevoir Arafat, je suis venu quand même pour vous informer, et M. Shamir lui répond que ça ne me fait pas plaisir, mais puisque c'est une décision française, je ne peux rien faire. Mais quand le ministre des Affaires étrangères rentre en France, les réseaux pro-israéliens se mettent en mouvement. La campagne commence au niveau du CRIF, mais le CRIF a à ce moment-là une personnalité qui est très intéressante, M. Théoclin, avocat, son État réputé, qui lui-même avait déjà entamé des discussions avec les intellectuels arabes, et il considère effectivement qu'il est dans l'intérêt d'Israël de négocier, de discuter, d'échanger avec les Palestiniens. Mais il est très rapidement débordé par sa base qui milite pour le refus catégorique
de toute possibilité pour la France de recevoir Arafat. Et puis surtout, ils vont quand même loin. Est-ce que la communauté juive risque de se sentir insultée si un seul officiel français recevait Arafat? La pression est tellement forte au sein du gouvernement que personne n'a vraiment envie de bouger. Mais M. Dumas est assez déterminé, puisque c'est lui qui a poussé un peu le dossier. Mitterrand est très motivé, mais il a quand même l'angoisse du CRIF. Et on le retrouve dans la plupart des documents qui sont, ce soit les rapports du Conseil des ministres, etc. Mais il va changer très rapidement parce que, en fait, ce qui va exaspérer Mitterrand dans cette histoire-là, c'est qu'il sait qu'il fait effectivement tout ce qu'il peut pour Israël, comme certains de ses prédécesseurs, comme le général de Gaulle aussi à l'époque. Il est disposé à rendre des services aux dirigeants israéliens. D'ailleurs, le président israélien lui demande une faveur pendant cette période-là, lui demande d'appeler les Russes pour amener M. Mitterrand, qui est respecté en Russie, d'aider à libérer un dissident russe pro-israélien. Et Mitterrand, effectivement, ne trouve pas d'inconvénient à intervenir si ça peut régler leurs problèmes. Ils l'ont finalement aussi sollicité pour qu'il aide discrètement à la libération des otages israéliens détenus par l'OLP à Tripoli. Il l'a fait aux frais du gouvernement français, et tout cela a été fait de la façon la plus discrète possible. Donc je raconte cet épisode-là, effectivement. Donc, si vous voulez, pour le président Mitterrand, rendre service à ses amis israéliens, c'est tout à fait normal. Mais il veut les aider au processus de paix. Il ne voit pas pourquoi ça paraît scandaleux. Alors, le CRIF demande à de nombreuses occasions de rencontrer Mitterrand avant la rencontre avec Arafat. Et là, il refuse. Il refuse de rencontrer le CRIF. Des gens comme M. Georges Benamou, à l'époque responsable d'un journal qui s'appelait Le Globe, je crois, demandent à faire une interview exclusive avec le président Mitterrand pour dire pourquoi il reçoit Arafat, parce que la communauté, comme ils le disent dans les différentes lettres qui sont adressées au président Mitterrand, est sens dessus-dessous. Et donc, il faut réagir pour que la situation ne s'aggrave pas. Mais en tout cas, Mitterrand passe un cran au-dessus, et là, il refuse catégoriquement de recevoir les membres du CRIF avant, lui, d'avoir rencontré Yasser Arafat. Et là, ils comprennent tous que la situation est extrêmement grave et que Mitterrand n'a pas envie de se laisser impressionner par le tintamarre ambiant sur cette histoire-là. Et il décide de recevoir Yasser Arafat au mois d'avril. Évidemment, il est attaqué, il est insulté, on remet le couvert sur les attentats de la rue des Rosiers, etc., etc. Mais il reste ferme sur ses positions et il accepte de les recevoir après le départ d'Arafat. Et une fois qu'il reçoit donc le CRIF, alors, les membres du CRIF qui viennent ont des positions différentes. Monsieur Théo Klein, lui, qui avait toujours été quelqu'un d'assez pondéré, réfléchi, etc., puisque lors des manifestations, des grandes manifestations, on a vu notre prestigieux Enrico Macias dire et déclarer que on ne discute pas. Il est pour le droit des peuples
de tous les peuples, mais que franchement, Arafat est un criminel, est un terroriste qui n'a rien à faire en France, qui vient souiller le sol français, etc. Théo Klein avait dit à cette occasion qu'il n'y a pas que dans la communauté qui crie, il y a aussi celle qui réfléchit. Donc évidemment, un certain nombre de membres de la communauté, effectivement, ont considéré qu'il avait poussé un peu trop le bouchon. Certains ont même demandé sa démission. Donc, et on le trouvait un peu mou par rapport à ses attitudes vis-à-vis du président Mitterrand. Mais Théo Klein, en fait, était parti rencontrer M. Védrine. C'est une parenthèse qui est intéressante parce qu'elle permet de comprendre l'attitude de Mitterrand après. Il est allé rencontrer Hubert Védrine pour lui dire que, en fait, il est très déçu par le comportement des dirigeants israéliens, parce que c'était le Likoud qui était là. M. Klein, c'est quelqu'un de gauche. Donc, il avait beaucoup d'espoir en Shimon Peres et au Parti travailliste, et il considère que le Parti travailliste ne prend pas d'initiative dans le domaine de la paix et ne soutient pas complètement, ne contredit pas beaucoup les dirigeants du Likoud dans ce qu'ils sont en train de faire dans les territoires palestiniens. Et il dit donc à M. Védrine qu'il est très déçu par l'attitude des Israéliens, mais qu'il faut aussi que les Israéliens comprennent, il faut que les pays amis d'Israël rassurent Israël en disant on ne va pas vous laisser tomber. Mais en même temps, il est nécessaire que les Israéliens n'aillent pas trop loin. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas aller trop loin? Et ne pas aller trop loin, c'est par exemple les déportations des populations palestiniennes, territoires occupés, pour les envoyer on ne sait où. Et donc, évidemment, Mitterrand reçoit tous ces rapports. Et il y a des membres de la communauté juive qui envoient des rapports à Mitterrand pour lui expliquer quelle est la situation au sein même de la communauté. Donc, le président de la République a toutes ces informations. Donc, quand il reçoit le CRIF, alors je retranscris l'intégralité de cet échange, qui est l'un des échanges les plus vigoureux, je crois, très peu de dirigeants politiques auraient aujourd'hui par rapport aux membres du CRIF, c'est de leur dire que, bon, il les reçoit et il dit, j'espère que vous venez me voir en tant que citoyen français. Bon, cette question est très intéressante parce que elle montre, enfin, tout de suite que le président de la République, il constate que si ce sont des citoyens français qui viennent le voir parce qu'ils sont en désaccord avec sa politique étrangère au Proche-Orient, cela peut se passer autrement. Cela ne peut pas nécessairement se passer par des sermons ou des injures ou des actes extrêmement violents à travers les médias. Et cet entretien était très important, je ne peux pas vous le résumer parce qu'il y a beaucoup d'épisodes et où jusqu'à ce que M. Mitterrand fait remarquer que lui n'est pas un militant du Likoud parce que le président de la France a vocation à diriger la France et à décider de la politique étrangère de ce pays-là. Donc on ne peut pas attendre de lui qu'il ait soit les positions des militants pro-israéliens, soit qu'il ait des positions des dirigeants israéliens. Mais en réalité, on lui reproche, enfin on lui fait comprendre, les membres du CRIF qui persistent sur le fait que pourquoi il ne les a pas informés avant, pourquoi il n'a pas demandé leur avis. Eh bien, Mitterrand ne voit pas pourquoi, en tant que président de la République, il doit demander l'avis des Français, qu'ils soient de confession musulmane ou de confession juive, ce qu'il faut faire pour aller au Proche-Orient. Il a des conseillers diplomatiques pour ça. Il a un certain nombre de gens qui sont censés analyser les dossiers, préparer les dossiers pour qu'ils prennent ces décisions. Et il ne comprend pas très bien, en fait, l'objet de ces remarques. Donc, c'est une discussion extrêmement tendue, très intéressante sur le plan intellectuel, parce qu'on voit bien le niveau de la répartie entre Mitterrand et ses interlocuteurs. Et finalement, j'arrive donc au cours de cette enquête, j'ai donc cherché à interroger 3 personnalités clés qui ont suivi cette affaire de bout en bout.
Leila Khalid côté palestinien, Roland Dumas côté français et M. Théo Klein côté israélien, pour avoir un peu leur point de vue sur l'initiative qui avait été prise par le président de la République. Et j'arrive à la conclusion que les trois personnes, ces trois personnalités, sont totalement d'accord que c'était une occasion en or pour la paix au Proche-Orient et qu'il est dommage que cette occasion ait été manquée du fait de l'intransigeance, de la rigidité de la politique israélienne, des dirigeants israéliens, notamment M. Shamir, qui a envoyé une lettre extrêmement, je dirais, un peu discourtoise pour être un peu poli. Quand il dit au président Mitterrand, j'ai pris contact avec le président américain, nous avons décidé d'un certain nombre d'actions sur la question de la paix au Proche-Orient. Nous espérons que la France va nous aider et qu'elle ne va pas continuer à soutenir l'OLP. Bon, et que de toutes les façons, nous allons mettre en œuvre les décisions que nous avons prises avec le chef de l'État américain et nous vous tiendrons informés de la suite. Alors, je mets cette lettre avec la lettre que M. Shamir adresse au président Mitterrand un peu au moment avant, lors de son arrivée en France, dans laquelle il fait comprendre au président Mitterrand qu'il est un très grand ami d'Israël et qu'il est vraiment content que le président Mitterrand l'accueille en France pour qu'il vienne donner le point de vue israélien sur le... Alors quand vous voyez ces deux lettres, je me demande entre-temps qu'est-ce qui s'est passé pour que l'ami fidèle d'Israël, pour reprendre les propres termes de M. Shamir, soit aussi décrié, malmené, maltraité, et je dirais quelque peu humilié sur la place publique, simplement parce qu'il a voulu aider ses amis à faire la paix avec leurs ennemis. J'arrive à la conclusion que il est difficile pour un chef de l'État français, quel qu'il soit, parce que j'ai quand même analysé la démarche du général de Gaulle, qui lui n'était pas pro-sioniste. Il avait toujours eu une distance avec le sionisme, contrairement à beaucoup de ses camarades, comme le général Koenig, comme M. Jacques Soustel et d'autres, qui étaient vraiment des fervents ministres de la République, qui étaient également des militants sionistes acharnés, un peu zélés parfois. Et je me rends compte que le général de Gaulle, ayant une position de départ différente, le président Mitterrand, lui, étant plutôt très pro-sioniste, ils arrivent tous à un moment donné à la conclusion, en dirigeant la politique de la France, qu'il est utile de contribuer à la paix au Proche-Orient, mais pour contribuer à la paix au Proche-Orient, de temps en temps, quand même, il faut dire à Israël que, en tant qu'ami, votre façon de faire n'est pas toujours conforme, je ne dirais pas à la légalité, mais aux principes que nous défendons. Et le simple fait d'évoquer cela a amené les dirigeants israéliens, certains, mais surtout les militants pro-sionistes en France, ou pro-israéliens en France, à considérer le général de Gaulle comme un antisémite. Et le discours, quand on revoit le discours de 67 qui est prononcé par le général de Gaulle, un discours aussi analytique sur le plan des faits et sur le plan historique, sur le plan géopolitique, aussi pondéré, on a extrait une phrase de ce discours qu'on a perverti, sorti de son contexte, et on lui a fait dire à cette phrase ce que le général de Gaulle avait dit et ce qu'il n'avait pas dit. Et ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est que ce travail a aussi été fait par un sociologue, M. Raymond Aron, qui a manqué quand même d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis du général, parce qu'il connaissait très bien le général, pour avoir été lui aussi résistant. Il savait très bien que l'homme inconséquent qu'il était en train de peindre, comme quelqu'un qui était en train de promouvoir
le retour à l'antisémitisme en France n'était pas du tout la personne qu'il était en train de présenter. Il n'était pas, le général de Gaulle n'était pas cela. Et Mitterrand va être victime lui aussi, très pro-sioniste qu'il était au départ. Il se retrouve en 89 pour avoir osé inviter le chef de l'OLP en France pour aider les Israéliens à faire la paix, puisque s'ils étaient très bons dans ce domaine-là, eh bien non seulement ça se saurait, mais le président Mitterrand n'aurait pas eu besoin, et la France, de prendre cette initiative-là. Mais si l'initiative a été prise, c'est simplement parce que tout le monde s'était rendu compte que la situation sur le terrain était bloquée et qu'il n'y avait aucune issue pour sortir de cette crise. En conclusion, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation, puisque l'un des sujets, on arrive à la fin, et l'intitulé, c'était aussi effectivement de voir les conséquences aujourd'hui. On ne va pas rester dans le passé comme si tout s'était arrêté avec Mitterrand et avec le général de Gaulle. C'est qu'il n'est pas normal que la politique étrangère de la France au Proche-Orient s'inscrive dans la logique que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire, on revient dans les années 50 avec Guy Molin, où la tradition de la politique étrangère de la France, qui a toujours été une tradition d'équilibre dans la sous-région, se retrouve être une politique, je ne dirais même pas une politique, une posture partisane, complètement partisane, à tel point que le monde arabo-musulman considère aujourd'hui la France comme un ennemi, ce qui n'a jamais été le cas par le passé. Et oubliant aussi, non seulement que l'influence, qui a été l'influence de la France depuis de très nombreuses années, est aujourd'hui, la France est en train d'être considérée non seulement comme un ennemi, mais comme quelqu'un qui n'a plus voix au chapitre sur la question du Proche-Orient. Donc, pour moi, je ne dirais pas que les dirigeants politiques d'aujourd'hui doivent imiter le général de Gaulle ou Mitterrand. Je ne crois pas que la taille du général de Gaulle ou la taille de Mitterrand, mais en tout cas, on peut s'inspirer effectivement des choses positives qui ont été faites par l'un et par l'autre pour pouvoir inscrire le pays dans une direction qui est beaucoup plus apaisée, plus convenable et qui peut permettre aux Français de retrouver une place de respectabilité dans ce Proche-Orient très agité. Je vous remercie.